Aujourd'hui, nous allons faire une étude complète de la nouvelle de Mérimée, la Vénus d'Île. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour voir toutes les nouvelles vidéos que je publie chaque semaine et si vous voulez bénéficier d'un soutien scolaire, vous pouvez vous inscrire à mon groupe Discord d'aide aux devoirs en cliquant sur le bouton Rejoindre. Donc nous allons d'abord étudier l'incipit de la nouvelle. La nouvelle commence le soir près du village de Île, dans le sud-ouest de la France. Le narrateur dit « je », on ne connaît pas son nom mais on sait qu'il est spécialiste des antiquités puisque c'est un archéologue. C'est surtout le catalan qui parle pour raconter la découverte de la statue. On relève une différence de niveau de langue entre le catalan peu instruit et le narrateur archéologue qui parle en langage soutenu. La statue est inquiétante parce qu'elle semble incassable. Elle a un regard perçant, elle a cassé la jambe de Jean-Col et elle a un air méchant. La statue fait la taille d'une véritable femme. Les présents de Vénus évoqués par monsieur de Péréorade sont à double sens puisque la statue est capable de blesser physiquement les hommes, mais il représente aussi les tourments de l'amour. Le narrateur a un point de vue romantique sur le paysage, comme l'indique le champ lexical de l'admiration associé à celui de la nature dans la description du paysage. Selon le narrateur, qui a un point de vue rationnel, puisque c'est un scientifique, la pierre a rebondi sur la statue, mais selon les apprentis, c'est la statue qui a intentionnellement renvoyé la pierre à celui qui l'avait lancée. Cette hésitation entre une explication surnaturelle et une explication logique est caractéristique du genre littéraire du fantastique. Nous allons maintenant voir la présentation de la statue. Le narrateur est impliqué dans la description, car il y a beaucoup de pronoms personnels de première personne du singulier, je et me. Je m'attendais à quelque ouvrage du bas empire. Je voyais un chef-d'œuvre du meilleur temps de la statuaire. Il s'agit d'une description subjective, puisque le narrateur dit « je » et surtout il décrit ses émotions en présence de la statue. Le narrateur exprime diverses émotions à la vue de la statue. D'abord, il est surpris de voir que c'est une antique. Ensuite, il remarque son incroyable beauté. Et enfin, il est dérangé par son regard et son air méchant. La statue est décrite de haut en bas. L'élément qui retient le plus l'attention du narrateur est le regard de la statue qui semble vivante, tant ses yeux sont expressifs. La description est faite d'un point de vue interne. La focalisation interne contribue à installer le lecteur dans le doute, car la description est marquée par les sentiments du narrateur intradiégétiques, c'est-à-dire que le narrateur est un personnage de l'histoire. Le champ lexical de la méchanceté est mêlé à celui de la beauté dans la description de la statue. On apprend dans ce passage que la Vénus est vivante, car il y a une trace sur les doigts de la statue qui laisse penser que c'est elle qui a renvoyé la pierre avec sa main dans le but intentionnel de blesser l'ouvrier qui lui avait lancé cette pierre. Nous allons maintenant étudier le passage du mariage. Alphonse porte 2 bagues. Une qui ne ressemble pas à une alliance mais qu'il a prévu de donner à sa fiancée et une autre qui ressemble à une alliance et qui lui a été donnée par sa maîtresse, donc symboliquement il est déjà marié. Cette petite bague-là, ajouta-t-il en regardant d'un air de satisfaction l'anneau tout uni qu'il portait à la main. Donc la fiancée d'Alphonse a 18 ans, donc elle a 10 ans de moins que lui, elle est très belle et séduisante, mais pourtant Alphonse l'épouse pour son argent, ce qui choque le narrateur. Quel dommage qu'une si aimable personne soit riche et que sa dot la fasse rechercher par un homme indigne d'elle. Alphonse ne se soucie pas du tout des sentiments de sa future femme. « Oh, Madame Alphonse s'arrangera comme elle voudra, dit-il. » Dans ce passage, la femme de Péréroade apparaît pour la première fois. Elle défend les valeurs chrétiennes face à son mari qui veut encenser la Vénus, augmentant ainsi la puissance de l'idole païenne. Elle lui reproche également de vouloir célébrer le mariage un vendredi, car le vendredi est un jour de deuil et de jeûne pour les chrétiens qui commémorent la crucifixion de Jésus-Christ. Monsieur de Péréorade commet donc 2 sacrilèges, qui ne laissent présager rien de bon pour la suite de l'histoire. Le narrateur souligne que la beauté de la Vénus est malgré tout supérieure à celle de la jeune fille parce que la statue a un fascinant air de tigresse.
Alphonse dit avec fureur. C'est cette maudite bague, s'écria-t-il, qui me serre le doigt et me fait manquer une balle sûre. Cette phrase a plusieurs significations. D'abord, il dit que la bague est maudite, et comme Vénus est la déesse qui envoie des malédictions, le fait de donner la bague à la Vénus renforce son pouvoir maléfique. De plus, il lui passe la bague à l'annulaire, se mariant ainsi avec elle, sachant qu'il est déjà symboliquement marié à la Parisienne. Enfin, il dit clairement que ce mariage lui serre le doigt et l'empêche d'épouser la femme qu'il aime réellement, toujours la Parisienne. En choisissant de faire un mariage d'argent plutôt qu'un mariage d'amour, Alphonse se maudit lui-même. Il ne pourra pas être heureux. Alphonse humilie l'Aragonais à la fin de la partie de jeu de pommes, comme il va humilier la Vénus en épousant Mademoiselle de Puygarrigue. Alphonse ayant oublié la bague en diamant, il est obligé de donner comme alliance à sa femme le gage d'amour de sa maîtresse. Il fera donc un piètre mari, et cela est encore un mauvais présage. De plus, le jour du mariage, au lieu de se préparer à la fête et à la noce, il est en train de faire une partie de jeu de pommes, et il ne se lave même pas avant d'aller épouser sa promise. L'emploi du temps défini la veille du mariage n'est pas respecté. La séparation entre la fiancée et sa tante est pathétique, un torrent de larmes et des embrassements sans fin. On voit donc que mademoiselle de Puygarrigue n'est pas non plus heureuse ni enchantée d'épouser Alphonse. Le marié était pâle et d'un sérieux de glace. Le champ lexical de la mort apparaît pour décrire Alphonse juste après qu'il a vu que la statue a refermé sa main. Alphonse associe constamment la Vénus au diable. Il pense qu'elle est vivante et qu'elle veut garder la bague et qu'elle peut bouger. C'est un passage fantastique parce que deux explications sont possibles. Une explication surnaturelle donnée par Alphonse, la Vénus est vivante, et une explication rationnelle donnée par le narrateur, qui est un scientifique, c'est que Alphonse est ivre au point de délirer. Mais le narrateur est tout de même perturbé par les propos d'Alphonse. Après le meurtre, la mariée raconte comment la statue a tué Alphonse, mais une fois de plus on attribue son récit à la folie. Pourtant, le lecteur comme le narrateur privilégie l'explication surnaturelle en raison des bruits de pas extrêmement lourds dans l'escalier notamment. À la fin de la nouvelle, la statue est fondue en cloche et installée dans l'église d'Île, ce qui fait que pour se venger, elle peut maintenant maudire toutes les personnes qui entrent dans l'église puisqu'elle est païenne. Depuis que cette cloche sonne à Île, les vignes ont gelé 2 fois. Donc elle maudit tout le village.